Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte toujours le meilleur de l'information. Notre grande interrogation du jour, coopération Sergueï Lavrov au Caire et à Brazzaville, l'Afrique terre d'enjeux géopolitiques. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, le ministre russe des Affaires étrangères et surtout le ministre de Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov, devrait effectuer une visite officielle de 2 jours à Brazzaville les 24 et 25 juillet prochains. Le ministre russe des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, sera donc reçu dans quelques jours à Oyo, dans la cuvette par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il y effectue une visite de travail les 24 et 25 juillet, inscrite dans le cadre du renforcement de l'amitié vieille de près de 6 décennies entre Moscou et Brazzaville. Le chef de la diplomatie russe arrive au Congo dans un contexte marqué par, on va le dire comme ça, l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. En raison des effets de cette crise sur les relations internationales, Denis Sassou Nguesso et son hôte évolueront et surtout évalueront sans doute les opportunités de relancer le dialogue entre les parties impliquées. On parle bien sûr de la Russie et du Congo-Brazzaville. L'Assemblée nationale, également du côté de la République démocratique du Congo, vient de revalider un vieil accord de coopération militaire et technique avec Moscou, prévoyant entre autres la livraison d'armements, des missions de conseil et des formations de spécialistes en Russie. Geste diplomatique de haut niveau, multiplication d'accords. Eh bien, le regain d'attention de la Russie pour le continent africain est désormais manifeste. Au-delà de l'intérêt pour ses ressources et son marché, il représente pour Moscou, enhardi d'ailleurs par ses succès au Proche-Orient et l'impuissance occidentale, une nouvelle projection stratégique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donc déclaré lundi dernier que les intérêts des deux pays et leur politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont identiques. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse. Oui, au début de sa rencontre avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, dans la capitale du côté de Moscou. Lavrov a indiqué « Nous avons les mêmes buts que l'Égypte dans le cadre de nos efforts pour régler les différentes crises au Moyen-Orient et surtout en Afrique du Nord. » Il a ajouté « Nous œuvrons à rétablir la stabilité dans la région et à mettre fin à son exploitation par les terroristes, les trafiquants de drogue et toutes les parties impliquées dans le crime organisé. » Moscou accorde beaucoup d'intérêt aux positions du Caire à l'égard des questions régionales et de ce fait, nous voulons faire part de nos points de vue sur les crises en Syrie, en Libye, au Yémen et en Irak, a ajouté d'ailleurs Sergueï Lavrov. Par rapport à la reprise des vols avec l'Égypte, le ministre russe a dit « Nous discutons constamment de la reprise des vols directs entre les deux pays. » On parle bien sûr de l'Égypte et surtout de la Russie. Il a relevé une vision claire à ce propos dans le futur proche et ce à partir des progrès réalisés récemment par les experts qui travaillent sur la résolution de ces questions. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Coopération Sergueï Lavrov au Caire et à Brazzaville, l'Afrique terre d'enjeux politiques. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yambin Timba. Docteur Yambin, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Le périple de Sergueï Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, démarre le 25 juillet prochain. Il viendra justement du côté de Brazzaville et sans oublier le Caire, mais il passera également par la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce pour dire aujourd'hui que la Russie est devenue l'ami de l'Afrique? Non, il faut situer le contexte pour qu'on arrive à savoir si la Russie est devenue l'ami de l'Afrique ou pas, mais il faut savoir que la Russie a toujours été l'ami de l'Afrique. Oui. Donc, à quoi assistons-nous? Oui. En réalité, l'Occident, dans sa stratégie, espère qu'il va affaiblir la Russie dans une guerre d'usure. Et donc, la stratégie aujourd'hui est de se positionner sur tous les fronts, économiques, politiques, médiatiques, bref, tous les fronts. Et l'idée est d'aller partout où il est possible d'affaiblir la Russie et de renforcer ses propres positions. Donc, c'est en matière de géostratégie, la recherche on appelle ça des zones de renforcement. Donc, vous allez là où il faut renforcer vos positions, vous pouvez renforcer vos positions, et des zones d'affaiblissement où vous pouvez affaiblir
les positions de vos adversaires. C'est pour cette raison que vous avez des pays comme la France qui tâtissent, on ne sait pas très bien, ça se fera pas, mais annoncent, font fuiter l'idée d'un voyage, par exemple, du président français en Afrique, venant au Bénin et au Cameroun. Cameroun, il y a un accord de coopération militaire renforcée avec la Russie. Le Bénin est devenu turbulent depuis que Patrice Talon est au pouvoir. C'est des zones si vous voulez, de renforcement. Parce que là, on est fragile. On ne sait pas trop, est-ce que ça va marcher? Donc, on va aller renforcer notre position dans ces zones-là. C'est pour ça qu'il ne va pas aller en Côte d'Ivoire. C'est déjà acquis. C'est un acquis. Donc, nous y allons. Et il a envoyé ses ministres au Niger. Il s'agit de renforcer la présence et aller insulter les Nigériens en leur disant on vous donne quand même 20 millions d'aides. C'est quand même scandaleux, vous donnez 8 millions d'aides humanitaires. C'est quand même scandaleux, mais bon, chacun fait comme il peut, vous voyez. Chacun fait avec les moyens qu'il a. Or, la France et l'OTAN peuvent gagner plus et auraient pu gagner plus, auraient pu avoir un apport plus soutenu de la part de pays africains s'ils n'avaient pas créé les conditions du déclenchement de cette opération militaire spéciale en Ukraine. Et ça c'est Mongo Betty qui le dit, dans les années 70, quand il écrit Remember Ruben. C'est le Cameroun, à l'époque déjà, si la France n'avait pas mis en place le franc CFA, je paraphrase un peu, je commente, je réinterprète en réalité. Si la France ne s'était pas mise en tête de contrôler un pays comme le Cameroun, déjà à cette époque, on pensait que le Cameroun aurait été au même niveau que la Corée du Sud. Est-ce que la France n'aurait pas un vrai partenaire technique, scientifique, économique aujourd'hui? Ils sont assurés que le Cameroun reste un gros village et aujourd'hui, ils sont perdus. Ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas, pourquoi est-ce que les Camerounais n'arrivent par exemple, ou les Béninois ou les Sénégalais n'arrivent pas à les suivre. Mais on ne peut pas suivre quelqu'un qui a transformé le Chevo en village alors qu'au moment où il arrivait, il y a quelques siècles, c'était une ville. Donc, c'est ça la stratégie géopolitique. Alors, la Russie répond en disant, ok, très bien, je vais aller là où ces gens-là sont fragiles, je vais aller les affaiblir davantage. RDC, par exemple. Vous voyez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Exact. Leur soutien régional, le pays que l'OTAN soutient au niveau régional, c'est le Rwanda. Or, l'accord obtenu dernièrement va être effectivement défavorable au Rwanda. En fait, défavorable, mais ce n'est même pas le bon terme. Les Congolais vont simplement retrouver je parle des RDC, hein, oui. Ils vont retrouver leur souveraineté, leur intégrité territoriale contre un petit pays qui les exploite et dont les activités sont quand même à questionner dans cette région. Et donc, il va falloir aller les affaiblir là-bas. Ensuite, Congo-Brazzaville. Il faut aller renforcer, parce que le Congo... C'est quand même une amitié vieille de 60 ans aujourd'hui. Au-delà de ça, et la Russie. Au-delà de ça, c'est le gardien. Le Congo, d'après les accords monétaires, est le gardien du temple. Si vous voulez sortir du franc CFA, vous écrivez au président du Congo. Donc, il faut aller renforcer la position russe là-bas et affaiblir encore davantage l'OTAN de ce côté-là. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Pascal Lissouba dans les années 90, oui. Quand il a essayé de rendre aux Congolais le fruit du pétrole congolais. Et donc, cette visite, ce voyage de Sergueï Lavrov va dans le même sens de cette stratégie géopolitique qui consiste à renforcer ses positions là où cela est possible et à affaiblir l'adversaire là où cela est possible. L'Occident continue de penser que la Russie avait un petit PIB équivalent à celui de l'Espagne. Bon, on a entendu d'ailleurs le petit valet africain rappeler que la Russie, c'est un petit pays qui n'a même pas les moyens de la Corée du Sud, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est même fort possible que la Russie ait plus de moyens que l'Allemagne, par exemple. Donc, et les calculs occidentaux sont des calculs relativement légers, qui se fondent sur ce qui est visible et pas sur ce qu'on ne voit pas. Pendant qu'eux-mêmes cachent ce qui, chez eux, leur donne la capacité de résister aux chocs extérieurs et au moment de crise comme ce que nous vivons. Donc, la Russie n'avait pas besoin de partager toutes ces données. Et vous savez que le problème qu'il y a aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, vous savez, et ce voyage au Congo n'est pas gratuit. Vous savez qu'il y a en ce moment un conflit entre le Congo-Brazzaville et le FMI. Oui. Mais pour quelle raison? Parce que justement, le Congo-Brazzaville ne veut pas révéler le montant de sa dette
par rapport à la Chine ou par rapport à la Russie. Pas du tout. Parce que quand les gars du FMI arrivent, et le FMI, vous savez, c'est une succursale politique de l'OTAN, le groupe Banque mondiale, c'est ça. L'ONU, c'est une grosse succursale politique de l'OTAN avec des ramifications, avec des filiales spécialisées, comme par exemple le groupe Banque mondiale, le FMI, etc. Alors, ces filiales, quand elles viennent dans nos pays, elles vous racontent, oui, nous sommes en revue. Qu'ils aillent faire la revue de la France qui est endettée à 120% de son PIB, ou de la Grande-Bretagne, ou des États-Unis, ou du Canada. C'est des pays endettés, qui sont même tellement endettés qu'ils ne savent pas comment vont gérer leurs dettes. Donc, qu'ils aillent faire les revues là-bas. Parce que sur le principe, quand ils viennent chez nous, ils utilisent un mot très gentil, qui est très beau à entendre, les revues périodiques du FMI. Non, ce n'est pas une revue. Le FMI, c'est un huissier qui vient saisir votre trésorerie pour le compte des créanciers internationaux dont les créanciers prioritaires sont ceux qui sont l'OTAN et l'OCDE. C'est tout. Donc, c'est veut dire en gros l'Occident et ses alliés sud-coréens et japonais. Donc, voilà pourquoi ils sont là. Et du coup, quand ils viennent, aujourd'hui, il s'est ajouté un paramètre extrêmement important. Vous devez quel est le niveau d'engagement de la Chine envers vous? Ils aimeraient savoir, parce que cette information leur permet de savoir exactement quels sont les engagements de la Chine et ça leur donne la possibilité de pouvoir vous manipuler comme ils le veulent. Or, les accords avec tous les autres pays sont empreints du sceau de la confidentialité. Et là, ils bloquent dessus parce que le Congo-Brazzaville ne va pas. Le président congolais ne va pas se tirer une balle dans le pied. Il ne va pas manquer de respect à ses partenaires chinois et autres en révélant au FMI ce que le niveau de leurs engagements. Là, le FMI est censé venir, il est censé s'occuper de la dette du groupe de la Banque mondiale. Point. Pourquoi ils veulent s'occuper de choses qui ne les concernent pas? Et donc, c'est cette stratégie-là que la Russie déploie, mais qui est déployée par l'Occident depuis longtemps. Tout simplement, et vous avez vu, les ministres européens vont en Algérie, ils vont au Sénégal, ils vont un peu partout. En fait, c'est une stratégie bien pensée, bien huilée. Certaines actions vont être des actions bilatérales, d'autres vont être des actions multilatérales, et tout cela va nous permettre de renforcer ici et là les positions de l'OTAN, de l'OCDE, et de fragiliser les positions de la Chine et de la Russie ici et là, bref, des BRICS et de la Russie ici et là. Voilà en fait ce qui est en cours là en ce moment. Jusqu'à preuve de contraire, il faut quand même dire que Moko accorde également beaucoup d'intérêt aux positions du Caire. Et on sait pertinemment que l'Égypte était un allié inconditionnel, on va le dire comme ça, de l'Occident et surtout des États-Unis d'Amérique. Est-ce à dire aujourd'hui que c'est une guerre géopolitique qui se déroule sous nos yeux? Mais bien sûr, c'est une guerre féroce. Et l'Égypte est un point de fragilité et de renforcement ambivalent mais très important et très important. Le canal de Suez, c'est je crois 30 ou 40% de l'énergie mondiale qui circule par là. Il faut rappeler à vos téléspectateurs que 50% des bateaux qui circulent sur les mers, qui sont sur nos mers et nos océans, transportent du charbon, du pétrole, du gaz et de l'uranium. Point. C'est-à-dire des sources de l'énergie en fait, des sources d'énergie. Or, au moins sur les 50%, 20 à 25% passent par le canal de Suez. Vous imaginez, en ces moments où il y a des sérieux problèmes d'approvisionnement énergétique, quel est le caractère sensible, quel est le niveau de sensibilité du canal de Suez. Donc tout le monde fait la cour à l'Égypte. Ne l'oubliez pas, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Égypte était un objectif stratégique majeur de l'Allemagne nazie. Objectif stratégique majeur, parce qu'il y avait le canal de Suez et parce que cela aurait pu permettre de s'approvisionner plus facilement en pétrole dans les pays du Golfe Persique où on venait de les découvrir récemment. Donc, ce à quoi nous faisons affaire, c'est que l'Égypte, qui est courtisée par les Occidentaux et qui a une relation assez curieuse avec Israël, qui est l'allié inconditionnel dans la région pour l'Occident, eh bien l'Égypte, il faut s'assurer, que ses positions par rapport à Israël demeurent,
2, que le canal de Suez reste ouvert, mais vous savez que l'Égypte a augmenté les tarifs il n'y a pas longtemps. 3, que pour la stabilité du Moyen-Orient et pour s'assurer que l'Arabie Saoudite ne se retrouvera pas seule face à l'Iran, oui, que l'Égypte reste dans le camp des amis de l'OTAN ou de l'OTAN. La Russie va là-bas parce que la Russie estime qu'elle apporte un soutien fondamental à l'Égypte, la nourriture. Et que l'Égypte est allée négocier pour avoir du blé. Donc, celui qui vous nourrit est quand même beaucoup plus important que celui qui vous donne les armes. C'est moi qui vous nourris. Si vos soldats ne mangent pas, ils ne feront pas la guerre. Ils ne pourront même pas aller voler. Vous faites quoi? Vous nourrissez votre peuple ou vous faites la guerre. Et vous faites la guerre à des gens qui eux-mêmes n'ont pas de quoi nourrir et qui se nourrir et qui viendront me demander de les nourrir eux-mêmes. Vous faites quoi? C'est un choix cornélien, un choix extrêmement difficile pour l'Égypte. Donc, la Russie y va pour à la fois renforcer sa propre position et fragiliser la position occidentale. Donc, c'est ça la stratégie actuelle de tous les blocs. Jusqu'à preuve de contraire, on va prendre les 3 pays. Je prends justement le cas de la RD Congo. Là, c'est l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo qui vient de revalider ce vieil accord de coopération militaire et technique avec Moscou, prévoyant entre autres la livraison d'armements, des missions de conseil et des formations de spécialistes en Russie. Pendant ce temps, du côté de l'autre Congo, Congo-Brazzaville, là encore, la Russie y va, pour ne pas dire que c'est Guy Lavrov, il va pour ranimer, on va le dire comme ça, une amitié vieille de 60 ans aujourd'hui. On prend également aujourd'hui le cas de l'Égypte que vous soulignez. N'est-ce pas, pour dire tout simplement aujourd'hui, la Russie, Moscou, déclare haut et fort que la Russie s'intéresse haut et fort au Proche-Orient. La Russie ne s'intéresse pas spécifiquement à tous ces gens. La Russie fait ce qu'on appelle, si vous voulez, les jeux d'eau? Non. C'est des actions en profondeur. Oui. Je suis ici et je m'assure que j'anticipe sur ce qui peut se passer au loin. Et en matière géopolitique, c'est extrêmement important d'avoir un certain contrôle ou avoir des positions renforcées, oui, au loin, ce qui évite de se retrouver avec le danger tout près. Et donc, la quête des alliés les plus lointains est stratégiquement importante. La Russie va aller... La Russie vient au Congo-Brazzaville, je vous ai dit, parce que, c'est le Congo-Brazzaville qui est le gardien du temple du franc CFA en Afrique centrale. Oui. Et de l'autre côté, la Russie sait très bien que le Kabila fils dans le Congo d'à côté, le Kabila fils a été formé en Chine. Et c'est lui qui a entretenu une certaine relation avec la Russie, il l'a animé. Quand le président actuel est arrivé, il a mis tout ça de côté. Oui. Parce qu'il a même voulu une école de guerre financée par la France et construite et animée par la France, qui est une histoire assez curieuse, mais bon, il en a décidé ainsi, essayant de remettre de côté l'Occident. Mais n'oubliez pas que le président actuel a un besoin de réhabilitation extrêmement important parce que son père a participé au meurtre de Lumumba. Et donc, il y a un besoin de réhabilitation extrêmement important, oui, qui peut l'amener, compte tenu de ce qu'il se rend bien compte que le camp occidental soutient ce qui a conduit à 20 millions de morts congolais au cours des 20 dernières années, et que lui, il n'a aucune marge de manœuvre sur la scène internationale tant qu'il reste le bébé, le toutou, le petit chiot des Occidentaux. Et il va donc être obligé de repenser totalement sa position sur l'échiquier international et profiter de la situation actuelle pour bénéficier du soutien russe, lequel soutien russe lui permet de contrôler la frontière Est qui n'est pas contrôlée depuis très longtemps par son pays. Tous ces pays-là, chacun a ses intérêts. Oui. La Russie a l'avantage ou présente l'avantage de ne pas venir vous dire quel est son intérêt et de ne pas s'intéresser au vôtre. J'ai besoin de renforcer ma position avec vous, de m'assurer de votre alliance, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Les autres ne fonctionnent pas comme ça. Les autres viennent dire, écoute, il faut que tu travailles avec nous et puis on va te donner 20 millions de dollars, 20 millions d'euros. C'est-à-dire en fait l'équivalent
c'est même pas l'équivalent d'un bon détournement de fonds publics au Cameroun. Donc, on va vous donner ça et enfin, c'est quand même ridicule. Quel est le besoin Quel est le besoin des pays dans lesquels les grandes puissances vont chercher des alliances? Le Caire a exprimé son besoin. Nous avons besoin de blé, nous avons besoin des systèmes de détection, des radars, des choses comme ça. La Russie dit on peut le faire. Le Congo a besoin, la RDC a besoin de sécuriser sa frontière Est et de relancer... demander l'armement. Bien sûr, et de relancer l'investissement lourd dans son pays. Oui. Des routes, des autoroutes, le rail, etc. Mais surtout la sécurisation de sa frontière Est. Malheureusement, aujourd'hui, depuis que tout cela se fait depuis 20 ans au sud de tout le monde, l'Occident ne s'est pas gêné. L'OTAN ne s'est pas gêné pour l'aider. Et donc la Russie dit, moi je peux t'aider à régler ce problème et tu deviens mon allié dans cette guerre géopolitique internationale dans laquelle nous sommes lancés et qui devra donner la nouvelle configuration, au monde sa nouvelle configuration. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est des lignes de force. Le Congo-Brazzaville, c'est pour s'assurer de fragiliser l'enfant turbulent de l'OTAN, le coursier de l'OTAN qui est un peu turbulent, franc CFA, etc., CEMAC. Et puis de l'autre côté, vous fermez une frontière, vous sécurisez, stabilisez une frontière d'où partent. Et là, il faut faire attention, 80% du coltan mondial, par exemple. Donc, ceux qui décident que Taïwan ne livre pas les semi-conducteurs, les nanoprocesseurs de 3 nanomètres à la Russie, eh bien, vous n'aurez plus le coltan qui permet d'avoir tout cela et d'avoir vos téléphones, etc. Pendant ce temps, on va dire aujourd'hui quand même que l'Afrique est une terre d'enjeux géopolitiques. Je prends le cas, par exemple, de dire que la Russie est finalement partout. Je prends le cas de la République centrafricaine, des contrats d'armement avec le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RD Congo. On passe par là également par le Mali et maintenant l'Égypte. Est-ce que l'Occident va se laisser faire? Quand on sait effectivement qu'il y a une loi du côté des États-Unis, au Sénat, on appelle la loi LR 113-11, qui aujourd'hui pousse les Africains à ne pas justement à être très proches de la Russie. Je ne comprends pas les Africains. Les Américains font une loi dans leur pays. Ça les concerne en quoi? Ça les concerne en quoi? C'est justement une loi contre tous les pays africains. Mais non, cette loi part du principe que vous utilisez le dollar. Mais cessez d'utiliser le dollar et ça n'existe plus. Les Américains ne peuvent vous opposer quoi que ce soit que parce que vous utilisez leur monnaie. Cessez d'utiliser leur monnaie. Voilà pourquoi, lors d'une autre entrevue que nous avons eue il y a quelque temps, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous lançons l'initiative au moins 10 000 élus nationalistes africains, dont au moins 30 chefs d'État à partir de 2025, qui auront pour but principal de créer l'État continental africain et qui, avec sa propre monnaie, avec tous les outils de sa souveraineté, dont la monnaie. Et nous demanderons donc qu'on nous paye nos matières premières en notre monnaie. C'est tout. À partir de là, les Américains n'ont qu'à faire les lois sur la Lune et Mars, ça ne nous concerne pas. Puisque de toutes les façons, le seul moment où ça va nous concerner, c'est parce qu'on utilisera leur dollar pour payer nos dettes, pour acheter des choses à l'international, etc. C'est tout. Nous n'avons pas à nous préoccuper de choses qui ne sont pas de notre ressort. Les Américains font une loi dans leur pays, c'est leur problème. Et nous, on regarde si à la limite, ceux qui font la veille stratégique chez nous, nous disent en fait, cette loi-là, elle peut vous concerner parce que vous utilisez le dollar. On dit, mais bon, on n'utilise plus le dollar. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le dollar? Pas du tout. Et si les Américains font cette loi, on voit bien qu'ils essaient de jouer aux échecs. C'est-à-dire que j'avance un pion qui va vous bloquer, qui va être quelque chose d'extrêmement grave pour vous puisque vous ne pourrez plus commercer. Et sur cette base-là, je vous récupère de force comme allié. Mais s'ils avancent un pion, vous avancez un autre pion, c'est que vous n'utilisez plus cette monnaie-là. Et vous n'utilisez plus cette monnaie en utilisant d'autres choses. Vous pouvez utiliser le yuan, vous pouvez utiliser le rouble, vous pouvez utiliser d'autres monnaies. Vous pouvez décider d'utiliser des crypto-monnaies. La Russie vient de le faire. Vous pouvez décider également d'aller dans le sens de l'initiative que nous venons de lancer. Ces 10 000 parlementaires, ces 10 000 élus qui sont des conseillers municipaux, des parlementaires, des chefs d'État, qui vont donc créer notre monnaie africaine ou tout au moins créer des États sous-régionaux et avoir qui auront leur propre monnaie et nous n'aurons plus besoin d'utiliser le dollar. Du coup, leur loi ne nous intéresse pas. Donc, je crois que l'Afrique
est-ce que c'est une terre d'enjeu géopolitique? Mais toutes les terres sont des terres d'enjeu géopolitique à partir du moment où elles présentent une certaine attractivité. L'Afrique est extrêmement attractive. Les Arabes n'ont pas fait le commerce des esclaves ici pendant 13 ans parce que c'était vide. Les Européens ne sont pas venus faire l'esclavage et la colonisation ici parce que c'était vide. Tous ces gens ne sillonnent pas le ciel africain parce qu'il n'y a que des singes et des scarabées. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui attirent tout le monde et qui va donc permettre à chaque acteur de pouvoir alimenter sa besace d'atouts qui lui permettent, sur la table de la négociation internationale, d'avoir une position et d'avoir des éléments que les autres qui défendent, qui soutiennent sa position. Par contre, le drame, c'est que l'Afrique elle-même semble ne pas tirer avantage de tout cela. À partir du moment où Sergueï Lavrov va en RDC, au Congo, et puis il va au Caire, et que le président français peut envoyer des ministres. Regardez, il envoie des ministres. Et lesquels ministres s'asseyent devant un président africain et croisent les pieds. Mais pour nous les Africains, c'est un manque d'éducation terrible. On ne croise pas les pieds devant un aîné ou devant des autorités. Ça ne se fait pas. Mais bon, le type, il vient chez vous, il fait comme il veut, oubliant le principe même de leur propre président Mitterrand qui dit « faites comme chez vous, chez moi ». Ça veut dire quand vous êtes chez moi, vous respectez la façon dont on se fonctionne chez moi. Donc il envoie des ministres et puis il veut venir au Cameroun, il va aller au Bénin. Ces gens-là, imaginez que le président français devait venir, il n'y a pas de Bénin, il n'y a pas de Cameroun. Mais il y a un État continental africain, où il y a un État de la CEDEAO, il y a un État de la CEAC. Imaginez que c'est des gens comme ça qu'ils devaient rencontrer. Vous imaginez l'impact? Imaginez que Lavrov vienne et il rencontre l'État continental africain. Mais le sort du monde va être scellé en deux secondes. Mais vous savez pourquoi c'est Lavrov qui vient et pas Poutine? Mais parce qu'il va en Égypte, il va au Congo, il va en RDC. Vous pensez que si on avait un État continental ou si on avait un État de la CEAC par exemple, vous croyez que c'est le ministre des Affaires étrangères qui viendrait ici? C'est le président qui se déplacerait. Voilà pourquoi je dis que les Africains eux-mêmes ne profitent pas encore suffisamment de cette situation, de cette nouvelle configuration de la géopolitique mondiale, d'où l'idée et d'où cette initiative. Il faut absolument que les nationalistes africains prennent le pouvoir et qu'en prenant le pouvoir, ils aient pour objectif ultime la création de l'État continental africain ou avec peut-être une phase transitoire qui peut être les États sous-régionaux pour que l'Afrique devienne un bloc puissant, solide, uni, un grand ensemble auquel on ne s'adresse pas n'importe comment. Merci à vous, Dr. Yam Thibault, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Et en attendant, nous allons regarder justement l'actualité les 25 et surtout 26 juillet prochain. Et sans oublier justement les deux dates, parce que jusque-là, on nous parle justement de l'arrivée de Sergueï Lavrov sur le continent africain. Et sans oublier, on parle également de l'arrivée peut-être d'Emmanuel Macron également sur le continent africain. Nous allons regarder cette actualité pour vous, pour comprendre un peu plus davantage ce qui se déroule sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.